Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit dans la nouvelle Al-Amin les nouveaux chefs des autorités judiciaires qui ont prêté serment. Le Premier ministre et certains ministres envoient des messages de félicitations au président Sisi à l'occasion du 12e anniversaire du 30 juin. À la une des actualités, où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui, dans la nouvelle ville de Al-Amin, le nouveau chef des autorités judiciaires qui ont prêté serment devant le chef de l'État. Il s'agit du conseiller Asim Abdellatif Saïd Abdel Fattah, qui a prêté serment en tant que président de la Cour de la Cassation. Le conseiller Oussama Youssef Chalabi Youssef en tant que président du Conseil d'État, le conseiller Hussein Matkour Mohamed Abdel Fattah en tant que président de l'autorité de contentieux de l'État et le conseiller Mohamed Ahmed Khalil Hafez Khalil en tant que président de l'autorité du parquet administratif. À la suite de la prestation du serment, le président Sisi a décerné l'ordre de la République de première classe au conseiller Hosni Hassan Abdellatif Abouzid, ancien président de la Cour de cassation, au conseiller Ahmed Abdelhamid Hassan Aboud, ancien président du Conseil d'État, au conseiller Abdelrazek Mahmoud Chouaib, ancien président de l'autorité des contentieux de l'État, et au conseiller Abdelradi Ahmed Siddi, ancien président de l'autorité du parquet administratif. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 12e anniversaire de la glorieuse révolution du 30 juin. Dans son message, Madbouli a affirmé que cette occasion restera un événement décisif dans l'histoire de la patrie qui était un soulèvement de masse de millions d'Égyptiens contre les forces du mal. Madbouli a ajouté que les Égyptiens ont fait de cet événement une des plus glorieuses des révolutions de l'histoire et une nouvelle étape de travail sérieux et sincère dans les divers domaines. Et à cette occasion, M. Madbouli a promis le président Sisi de poursuivre le travail acharné du gouvernement et de déployer davantage d'efforts afin de poursuivre le processus de développement global dans tout le pays. De son côté, le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin. Dans son message, le conseiller Abdelrazek a souligné que le 30 juin était un jour décisif dans l'histoire du peuple égyptien, du monde arabe et du monde entier. Le président du Sénat a prié Dieu Tout-Puissant d'accorder santé et bien-être au président Sisi et de réaliser toutes les aspirations du peuple égyptien à un meilleur avenir sous une sage direction. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr a adressé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire du 30 juin. Le ministre de la Défense a affirmé dans son message que l'armée, sous la direction du président Sisi, soutenait pleinement la volonté du peuple de toutes catégories et confessions confondues, que ces hommes s'étaient engagés à défendre le caractère sacré de la patrie et l'intégrité de ses territoires, n'acceptant que ce qui répond aux intérêts nationaux suprêmes de l'Égypte et à une vie décente pour son grand peuple. À l'occasion de cette fête nationale immortelle, les hommes des forces armées renouvellent leur engagement à poursuivre leur rôle dans la défense de sécurité et de la stabilité de l'Égypte. Le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Abdel Ahmed Khalifa, a également adressé un vœu de félicitations similaires au président Sisi à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufik, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'anniversaire du 30 juin.
Dans ce message, le ministre de l'Intérieur a souligné que la célébration du 30 juin reflète la loyauté et la fidélité du peuple égyptien à cette épopée patriotique. Selon lui, il s'agit d'un exemple unique d'un grand peuple qui se range derrière sa direction sage face aux complots et aux conspirateurs, en ancrant les constantes nationales qui résistent aux différences confessionnelles et à conflits régionaux aux générations successives. Le président Abdel Fattah el-Sisi a publié un décret républicain de grâce pour certains condamnés pour le reste de leur peine d'emprisonnement, et ceci à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participera demain à la séance d'ouverture de la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement qui se tiendra en Espagne. Selon le programme de la visite, le Premier ministre assistera au lancement d'une plateforme d'action de Séville et prononcera le mot de l'Égypte lors des débats généraux de la 4e conférence des Nations Unies. En marge de sa visite, Dr Madbouli devrait tenir d'importantes réunions avec les chefs des gouvernements de plusieurs pays et les dirigeants d'institutions et d'organisations régionales et internationales. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné la nécessité de mettre fin à l'agression israélienne contre les Palestiniens et a réitéré la position de l'Égypte refusant le déplacement des Palestiniens hors de leur territoire. Abdelghati s'exprimait lors de sa rencontre avec Christophe Bigot, représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Au cours de la rencontre, Abdelghati a abordé les efforts de médiation que déploie l'Égypte en coopération avec le Qatar et les États-Unis pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages et des détenus et pour autoriser l'entrée des aides humanitaires dans le secteur. Abdelghati a également abordé les derniers développements survenus en Cisjordanie, soulignant la nécessité de mettre fin aux flagrantes agressions des colons israéliens contre les civils palestiniens. Des sources médicales dans la bande de Gaza ont rapporté la mort de 21 Palestiniens, dont 4 personnes qui attendaient les aides humanitaires à la suite des frappes israéliennes menées depuis l'aube. Par ailleurs, 8 Palestiniens ont été tués, entamé le 7 octobre 2023. L'armée d'occupation israélienne a lancé un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers du nord de la bande de Gaza, où elle dit mener des opérations d'une force extrême contre le mouvement palestinien Hamas. Le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que les soldats mènent des opérations en usant d'une force extrême dans ces zones et ces opérations militaires vont s'intensifier et s'étendre vers l'ouest jusqu'au centre-ville de Gaza-Ville. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la France se tient prête, l'Europe aussi, à concourir à la sécurité des distributions alimentaires dans le territoire palestinien de Gaza en guerre. Une telle initiative viserait à traiter de la question qui préoccupe les autorités israéliennes, c'est-à-dire le détournement par des groupes armés de cette aide humanitaire, a poursuivi M. Barrot, faisant référence sans le citer au groupe palestinien Hamas. Le ministre français n'a pas précisé en quoi consisterait cette assistance française et européenne à la distribution d'aide à Gaza, mais il a exprimé en colère, évoquant les 500 personnes qui ont perdu la vie dans des distributions alimentaires à Gaza ces dernières semaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a souligné que le peuple iranien a défendu sa dignité en se lançant dans une guerre héroïque contre deux entités munies par des armes nucléaires. Par ailleurs, Araghchi a refusé une demande avancée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, Raphaël Grossi, de visiter les sites nucléaires iraniens qui étaient cibles des bombardements. Le chef de la diplomatie iranienne a justifié son refus, disant qu'il existe
existait une intention malveillante derrière la demande du directeur de l'AEA et qu'il le tient responsable de la préparation du terrain devant les États-Unis et Israël pour frapper les sites iraniennes. Il a accusé également de faciliter la promulgation d'une décision à motivation politique contre l'Iran de la part du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En Téhéran, le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Shanghir, a annoncé que l'attaque israélienne menée contre la prison d'Evin à Téhéran, en pleine guerre contre l'Iran, a fait 71 morts. Des opposants et des prisonniers étrangers ou binationaux, dont des Français étaient détenus dans ce centre pénitentiaire ultra sécurisé situé au pied de la montagne dans le nord de Téhéran au moment des frappes israéliennes. Parmi les victimes figurent du personnel administratif du prison, des soldats, des prisonniers, des proches venus leur rendre visite, mais aussi des habitants vivant à proximité de l'établissement. Au moins 7 personnes ont été blessées hier soir dans des frappes russes visant plusieurs régions d'Ukraine, selon les autorités ukrainiennes, qui ont réclamé aux Occidentaux un soutien militaire accru et de nouvelles sanctions contre Moscou. La Russie, qui occupe près de 20% du territoire ukrainien, a ainsi tiré 477 drones explosifs et 60 missiles de plusieurs types, selon un décompte de l'armée de l'air ukrainienne qui a assuré en avoir neutralisé respectivement 475 et 39. L'armée russe, qui a revendiqué aujourd'hui la prise d'une nouvelle localité dans la région orientale de Donetsk, a pour sa part affirmé avoir attaqué et touché dans la nuit uniquement des sites de complexes militaires industriels ukrainiens et de raffinerie du pétrole. La Russie a poursuivi ses bombardements quotidiens des villes et villages ukrainiens depuis février 2022, tandis que les pourparlers entre Kiev et Moscou en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse. Au bout d'une partie interminable suspendue durant plus de 2 heures pour prévenir un orage et au scénario incroyable. Voilà, avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.